Pour la première fois, les 20e entretiens de Mi-en-C. Bien sûr, on ne les aura qu'une fois, les 20e. Mais après ce cycle de 20 ans, qui est une étape historique, nous allons passer 3 jours sublimes pour refaire le monde. Alors le thème de cette année pour les entretiens de Mi-en-C, c'est « Vivre heureux, c'est possible » et de manière affirmative. En fait, c'est un peu provocateur face à toutes les tragédies qui nous entourent. On veut un peu conjurer le mauvais sort et on veut, comme beaucoup d'autres dans ce monde, passer cette métamorphose de la chenille en papillon, par exemple. Voilà. On va avoir 3 jours sublimes avec des gens passionnants, des gens comme Edgar Morin, Isabelle Autissier, Albert Jacquard, Jean-Marie Pelt, Patrick Vivray, j'en passe et des meilleurs. Et il y a 55 intervenants pour ces 3 jours d'entretien. C'est justement ce qui fait le cas particulier de Mi-en-C, sans qu'on puisse décider que c'est telle action, telle table ronde, tel orateur qui a créé cette ambiance. Elle s'est créée un peu toute seule, grâce à la volonté de quelqu'un qui est, au fond, aussi bien dans la coulisse que dans le devant de la scène, et qui, par sa présence, nous oblige à être sérieux avec la planète. Pour moi, Philippe, c'est à la fois un pionnier, parce que c'est un des premiers qui à la fois a porté la thématique du bio, mais plus largement la thématique de faire évoluer la société, quelque chose de plus écologique, plus humain, etc. Et à la fois, j'ai envie de dire que c'est un passeur, parce qu'on a... Moi, je sais que j'ai énormément d'atomes crochus avec lui et qu'il a un contact assez super avec la génération, ma génération, qui est en train de prendre le relais. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à nous passer, et que voilà, je le vois comme une espèce de relais entre la génération qui a lancé ce mouvement et celle qui va certainement poursuivre cette dynamique dans les années qui viennent. Ça a démarré comme ça, les entretiens de Mi-en-C, sur un coup de folie, sur un coup de cœur. Essayer d'expliquer qu'il fallait retrouver d'autres voies pour le développement du monde rural, pour faire renaître cette économie rurale. Et ça n'a cessé d'être tous les entretiens qui se sont déroulés ensuite sur ces thèmes-là. Comment faire revivre la campagne, arrêter de penser pour nous sous les lambris dorés des palais parisiens ou bruxellois, mais venir en discuter avec ceux qui vivent tous les jours la situation du monde rural. C'était ça, le message et la provocation. Voilà. Et aujourd'hui, bien sûr, on est sorti de ce... Enfin, on est sorti. On n'a pas encore trouvé vraiment les réponses, hein. On sent venir les réponses et on sent que les gens se prennent en main pour regagner cette fameuse souveraineté alimentaire qui est le préalable à la souveraineté
citoyenne. Il n'y a pas de souveraineté citoyenne s'il n'y a pas de souveraineté alimentaire déjà. La rencontre, les rencontres avec les uns les autres, avec les grands experts, mais aussi des personnes les plus simples. Ils ont des choses fantastiques à nous raconter, à partager avec nous. Et Philippe rend tout cela possible pour chacun d'entre nous. Ta définition du bonheur, de vivre ensemble, ben là je pense qu'on a tous à peu près les mêmes espoirs, on va dire. Et c'est ce qui va nous faire avancer tous. Faire mon propre jardin bio, éventuellement le commercialiser. Être en autonomie. Voilà les questions qui me passent par la tête et c'est pour ça que je suis venu ici chercher quelques réponses. Avec une perception que la richesse future, ce sera d'avoir de l'eau et de la terre et qu'il faut le préserver. Les biologistes appellent ces équilibres des équilibres métastables. Ça veut dire que lorsqu'on est dans une phase d'équilibre comme cela, il faut savoir que ça ne durera pas forcément éternellement. Et qu'il y aura à un moment donné des changements dans l'environnement importants qui exigeront des adaptations, des nouveautés, et que l'on va appeler des époques, par opposition aux périodes. Les périodes durent longtemps, il ne se passe pas grand-chose. Les époques sont plus courtes, mais c'est des périodes de crise. Alors les Grecs, pour la crise, disaient kairos. C'est quand tout semble s'effriter, quand tout se fissure, quand le bateau commence à prendre eau et qu'on commence à le comparer au Titanic. Et les Romains ont transformé ce mot, l'ont traduit sous le mot opportunitas. Ça veut dire que quand tout, en effet, se désintègre, il y a de la souplesse, et par conséquent, en travaillant sur les interstices de liberté qui se dessinent, on va effectivement réussir le changement. Alors il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une multitude d'initiatives actuellement. Moi j'ai beaucoup aimé le livre d'Edgar qui s'appelle La Voix, parce qu'il a fait une sorte de tour d'horizon très large sur la multiplicité des initiatives qui vont dans le sens de ce changement. Et à un moment donné, il arrivera un événement que nous pressentons, mais que nous ne savons pas localiser dans le temps, c'est que ça basculera. La crise sera encore plus intense, et ça basculera, et alors nous réussirons peut-être, enfin je le souhaite, ce que Edgar appelle une métamorphose, celle que nous souhaitons. C'est une occasion où beaucoup de personnes de bonne volonté se rencontrent et font masse, parce que de temps en temps on rencontre des gens de bonne volonté séparément, isolément, mais c'est très réconfortant de voir que tous les gens qui participent à ce type d'entretien sont des gens de bonne volonté, c'est réconfortant. C'est la même chose, le même sentiment que j'ai eu aux rencontres en humanité de Lyon qu'organise Patrick Vivray. Alors, c'est d'abord la première chose qui est tonifiante. La deuxième chose, c'est qu'en plus, j'apprends beaucoup aujourd'hui, ce matin, sur les arbres. J'ai découvert ici la permaculture. Et donc, si vous voulez, c'est une question aussi qui me pousse un petit peu en avant, qui me fait évoluer. Et voilà. Et comme c'est une réunion sur le bonheur, eh bien, c'est un bonheur de me trouver ici. L'une des sources de l'empreinte écologique, c'est aussi le vaste problème de l'empreinte égologique. C'est-à-dire le fait que aussi bien les individus que les institutions aient tellement de mal avec leur narcissisme qu'ils ont en permanence besoin d'en faire un élément de pouvoir. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, y compris pour me l'appliquer à moi-même. Et je trouve que la pratique de l'humour individuel ou collectif, non seulement elle permet le passage, l'accueil, le lâcher-prise aussi, mais la capacité de l'humour à réduire l'empreinte égologique, elle me paraît essentielle. Et une de mes phrases préférées,
c'était un copain qui me l'avait transmis un jour, c'était cette nouvelle béatitude, heureux celui qui sait rire de lui-même parce qu'il n'a pas fini de s'amuser. Je te jure, il y a un clown dedans. Ah, mais lui, il n'a pas donné recyclé celui-là. Hein. Bah si, c'est un clown recyclé qu'il y a dedans. Moi, ce que j'aime, c'est l'ambiance, c'est d'être avec des gens qui pensent la même chose que moi. J'ai pas l'air d'un extraterrestre. C'est un peu la famille, quoi. C'est les gens qui comprennent ce qu'on fait. Moi, je suis maraîcher depuis 2 ans, après une reconversion, donc voilà. Et au moins, on a l'impression d'être soutenu. C'est le soutien des gens aussi. C'est vrai, quand je vois quelqu'un comme Albert Jacquard, avec toutes ces difficultés qui nous donne une telle énergie comme ça, je me dis, mais bon sang, on n'a pas le droit d'être un petit peu abattu. Il faut qu'on aille de l'avant, et puis tout ça, ça doit avancer, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Merci, au revoir. La Boétie, c'est Ami de Montaigne qui avait l'âge de 19 ans et qui a écrit un livre dont le titre est « La servitude acceptée ». Eh bien oui, il démontre que si les hommes sont soumis à des tyrans, ce n'est pas la faute seulement des tyrans, c'est la faute de ces hommes qui ont accepté d'être des serviteurs. Nous réfléchissons à la façon dont nous pouvons, nous, chacun dans notre coin, lutter contre ces servitudes. Il faut quand même avoir conscience qu'à très haut niveau de politique, les mécanismes en fait sont très bien organisés pour s'annuler les uns les autres. Il y a un vrai problème de lobby, il y a un vrai problème électoraliste, tout simplement quelqu'un qui va être réélu dans 5 ans, Obama il est là, il se dit si je fais ça, je vais avoir tel lobby qui ne va pas voter pour moi à la prochaine élection. Donc ces gens-là, ils ont besoin, c'est pas une critique des élus, c'est une critique du système. Si nous, on ne reprend pas cette responsabilité-là, si on ne les porte pas, si on leur dit pas c'est par là qu'on veut aller et on va voter pour vous parce que vous allez aller par là, les choses ne vont pas se faire. Donc travaillons main dans la main, mais à partir du plus petit échelon, et le plus petit échelon, c'est nous. L'important, c'est que j'ai toujours envie de faire un autre pas en avant. Et je crois que ça, c'est important aujourd'hui de recréer de l'espoir, en tout cas dans les mouvements sociaux, hein, et de recréer de la mobilisation, parce qu'il y a réellement un déficit. On n'y croit plus. J'ai envie vraiment de dire, personnellement, j'ai plus envie d'être victime de quoi que ce soit. J'ai vraiment envie de me sentir responsable. Et ma responsabilité, je crois qu'aujourd'hui, même avec le gouvernement qu'on a, j'ai le choix de l'exprimer. Là, on est en train de lancer une campagne alternative pour le présidentiel qui s'appelle Tous candidats. L'objectif, c'est de dire on est tous candidats à changer la société chaque jour. Et ce n'est pas simplement les hommes politiques qui peuvent opérer la mutation de la société, ça appartient à chacun d'entre nous. Et l'objectif essentiel, c'est à la fois de montrer à quoi la société pourrait ressembler et à la fois d'aider les gens à se mettre en action sur leur territoire. Et on a tout un dispositif de communication où chacun va pouvoir se déclarer candidat, faire une affiche, s'inscrire sur le site internet. Et l'objectif, c'est qu'on soit le plus nombreux possible pour qu'on puisse se compter et savoir combien on est à vouloir vraiment que la société change. Aujourd'hui, en plus, quand on est dans ce genre d'entretien, on sent que l'humanité, ce n'est pas que l'humanité. Il y a tellement de fibres qui la relient au monde vivant. Et aussi, c'est ça qui est merveilleux, pas seulement aux animaux qui sont nos cousins, parce que les animaux ont un cerveau, enfin les mammifères sont nos frères, si vous voulez. Mais on se rend compte que ces végétaux, ils ont une sensibilité, ils ont une pensée, ils ont une existence. Et donc ça nous relie. Et je pense que tout ce qui nous relie aux autres, tout ce qui nous relie au monde vivant, tout ce qui nous relie au cosmos, nous donne un sentiment de joie et donc nous donne un certain bonheur. Est-ce que vivre heureux, c'est possible? Ah oui, oui, ah oui, convaincu. C'est sûr. Oui. Ouais. Avec tout le monde? Ah oui. Même avec les cons? Oui. Ouais. Ouais. On va les rendre moins cons?
S'ils font pas un effort, ça va être difficile, mais bon. Je dirais même plus, on va se rendre moins con. Voilà. Je m'inclus. Qui détient ce pouvoir de créer la monnaie? Et là, depuis également une quarantaine d'années, du moins en France, nous avons le peuple, la nation, a abandonné son pouvoir de création monétaire, de sorte que maintenant nous devons aller chercher l'argent dont on a besoin dans les banques, chez les investisseurs, comme on dit, c'est-à-dire chez des personnes privées qui ont des sous et qui nous facturent des intérêts. Toute la dette publique est due quasiment exclusivement aux intérêts que l'on doit payer sur la dette, alors que légitimement, la monnaie doit être créée gratuitement par la nation pour rémunérer l'activité de la population de cette nation. Ayant compris ça, il faut véritablement récupérer le pouvoir de création monétaire. On ne peut pas parler de démocratie si un peuple est coupé de l'outil qu'est la monnaie qui lui permet de créer, de produire et d'échanger cette richesse. C'est pour moi l'axe qu'il faut à tout prix épouser et reconquérir, ce qui en même temps, enfin, c'est loin d'être neutre, est en même temps un acte de reprise de souveraineté individuelle, car si nous avons abandonné le pouvoir de création monétaire, c'est que nous avons abandonné notre pouvoir personnel. Donc c'est très lié en même temps avec l'individu.